Ok, si je vous parle de détective privé, vous pensez sûrement à Sherlock Holmes, Nicky Larson ou même détective Conan. Bref, vous avez l'image d'un type avec un grand manteau, une loupe et puis des lunettes de soleil qui résout des énigmes de meurtre ou de vol. Sauf que dans la vie, le métier de détective privé, c'est pas du tout ça. Bref, approchez-vous mes belugas, grâce à un cobaye, nous allons découvrir les aspects les plus fascinants et étonnants en fait du métier de détective privé. Que ce soit les débuts dans le métier jusqu'aux grandes enquêtes d'action, on va voir le quotidien étonnant et loin des clichés des détectives privés. Comment vous pouvez devenir détective privé, quelles sont les missions les plus palpitantes et comment certains détectives tombent dans l'illégalité et prennent de gros risques pour accomplir leur mission. Et on commence tout de suite par le début, la formation pour devenir détective privé. Alors je pense que c'est assez clair, Sherlock Holmes c'est l'un des détectives privés de fiction les plus connus du monde. D'ailleurs, petit fun fact, mais il n'a jamais dit élémentaire mon cher Watson. Dans aucun bouquin. Vous avez lu tout Sherlock Holmes pour en arriver là? En fait, ce qui définit son personnage, c'est son sens du détail. En fait, le mec, en plus d'être super intelligent et cultivé dans tous les domaines, a un très bon sens de l'observation. Sauf que son vrai secret pour réussir ses enquêtes viendrait de sa capacité à bien dormir. En fait, un neurologue espagnol a montré en 2021, en se basant sur ce qui est dit dans les bouquins, que Sherlock Holmes dormait plus de 8 heures chaque nuit. Donc voilà, il se couche à 22h et il se lève à 6h30 tous les jours. En fait, selon le chercheur, ça l'aiderait à booster la créativité de son cerveau et donc observer des détails qui lui permettent de résoudre des enquêtes. Sauf que Sherlock Holmes, il n'existe pas. Je suis déçu! Mais du coup, comment font les vrais détectives, ceux qui résoudent les enquêtes? Parce que bon, faut être clair, c'est pas tous des génies avec une intelligence de malade, quoi. Le métier de détective privé, dans la vraie vie, c'est bien différent. En fait, c'est pas juste un business bizarre où t'es dans ta bagnole avec un journal et puis des lunettes de soleil. Non, il y a des vraies formations, des diplômes et même un cadre juridique. J'ai appris mon métier dans une école spécialisée à Montpellier. On est formé sur toutes les techniques de filature, mais on fait surtout beaucoup de droit civil, de droit commercial et pénal. On suit un apprentissage pratique et théorique pour être habilité à collecter des preuves qui peuvent être utilisées par la justice. Je dois voir sans être vu. C'est parfois difficile mentalement et physiquement. On peut enchaîner plusieurs nuits à dormir 4 heures par jour parce qu'il faut être debout tôt le matin avant que la cible qu'on surveille ne s'en aille. Et en fait, on a quand même souvent tendance à voir le métier comme une sorte de jeu en plein air, comme un Cluedo ou un escape game en extérieur, quoi. Sauf que dans la réalité, on ne s'improvise pas détective privé. Et c'est pourtant ce qu'ont tenté de faire deux Américaines, Christy et Natasha. Par exemple, en 2018, elles ont créé un groupe Facebook pour enquêter sur un randonneur non identifié qui a été retrouvé mort dans le massif des Appalaches. À l'époque, la police n'avait trouvé sur lui aucun papier et son ADN n'apparaissait pas dans leur base de données. Là, le groupe Facebook de Christy et Natasha a rapidement compté près de 6000 enquêteurs amateurs et ils essayaient tous de trouver des indices sur l'identité du randonneur, en se basant notamment sur les témoignages de gens qu'il avait croisés avant qu'il disparaisse. Et là, au bout d'un an d'enquête, ils ont fini par croire qu'ils avaient trouvé le nom du randonneur. En fait, selon eux, c'était un certain Ben Reynolds. Et à partir de ce moment-là, beaucoup d'internautes ont essayé d'envoyer des messages aux membres de la famille de Reynolds. Sauf que il y a un petit pépin, c'est que Reynolds lui-même, il leur a répondu sur Reddit pour leur dire qu'il n'était pas mort, quoi. Vous avez vu l'Armina, il n'est pas mort. Et en fait, au final, c'était un ancien collègue qui a fini par identifier le randonneur auprès de la police. Et il s'appelait en réalité Vance Rodriguez. Et donc ça montre que même si c'est devenu une trend sur les réseaux sociaux d'enquêter sur des disparitions ces dernières années, dans la vraie vie, c'est pas un jeu. Et donc détective privé, ça demande de vraies compétences pour éviter de foirer les enquêtes. Et donc faut suivre quand même une bonne et vraie formation béton. Par exemple, en France, on compte actuellement 4 formations qui permettent d'obtenir un diplôme reconnu par l'État. Il y a 2 cursus universitaires à Melun et Nîmes au niveau licence pro et 2 formations privées à Paris et Montpellier. Et donc là, notre cobaye, ok, il hésite et puis hop là, il s'inscrit à une formation et il commence les cours. Et la plupart des formations allient théorie avec des techniques de recherche et du droit. Et quand il passe à la pratique, là, il y a des fausses missions sur le terrain. Ma formation a duré 1 an et j'ai fait 2 stages en immersion avec des professionnels. On apprend le droit au sens large, le droit civil, pénal et commercial. Une fois qu'on a étudié ça, on met en place des cas pratiques. On voit quelles stratégies on peut mettre en place, ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. On voit les preuves qui pourront être recevables ou irrecevables d'un point de vue légal. Ensuite, on fait des cas pratiques avec des professionnels du métier. On nous apprend à bien se placer pour ne pas se faire voir, à bien garer son véhicule, comment faire une filature ou prendre des photos en restant le plus discret possible. En fait, à la fin de chaque formation, les élèves qui ont réussi les tests obtiennent un diplôme d'agent de recherche privé. Et ça, c'est le nom officiel pour désigner les détectives privés. Là, comme c'est une profession libérale, un peu comme un médecin, les personnes peuvent faire un petit peu ce qu'elles veulent. Soit elles se mettent à leur compte et créent leur propre agence, soit elles se font embaucher. Par exemple, en France, il y a à peu près 1000 agences de détectives privés. Mais c'est trop, c'est beaucoup trop. Dans tous les cas, il faut obtenir une autorisation auprès du CNAPS, qui est le Conseil national des activités privées de sécurité. En gros, il vérifie votre formation et votre casier judiciaire, quoi. Et là, si c'est OK, vous avez le droit d'exercer le métier de détective privé grâce à une carte professionnelle. D'ailleurs, on verra plus tard qu'il faut respecter pas mal de règles pour pouvoir la garder. Et donc là, notre cobaye, lui, il fait partie de ceux qui ont validé leur formation et le voilà diplômé.
Il a aussi obtenu sa carte pro, donc le voici, prêt à commencer son nouveau job de détective. Et donc découvrons tout de suite ce qui nous attend pour la première mission. Alors s'il y a bien un cliché du détective moderne, c'est le personnage d'animé du monde de Nicky Larson. Le mec, c'est une caricature. Il est toujours bien sapé, super musclé, il a même un gun, ce qui est interdit en France. Vous pouvez pas être détective privé et puis vous balader avec un flingue. Mais surtout, il respecte pas du tout le code de déontologie du job. En gros, la morale pour lui, c'est pas ça. En fait, il fait une chose tout bonnement interdite, il passe son temps à essayer de séduire ses nouvelles clientes. Je vous en supplie, à genoux s'il le faut. Venez prendre un verre. Je vous répète que je n'en ai pas envie. Vous feriez mieux d'accepter mon invitation, vous savez. Et donc là, l'animé veut nous présenter les détectives privés comme des sortes de super-héros. Et ça, petit à petit, c'est une image qui a été popularisée par des séries comme Magnum afin de changer l'image ringarde du mec comme Columbo. Ça fonctionnait pourtant bien hier encore. Sûrement qu'ils me l'auront esquinté au lavage. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas du tout pareil. Il n'y a pas un profil précis de détective privé. Ça peut être aussi bien des hommes que des femmes, d'anciens policiers, des étudiants, des reconversions pro. Et surtout, la réalité du terrain n'est pas du tout comme dans les films ou les séries. Un enquêteur recueille des éléments de preuve dans le cadre d'une possible procédure judiciaire pour aider une tierce personne à se défendre. Concrètement, mes clients, particuliers ou entreprises, me sollicitent pour des problématiques diverses. Dégradation de véhicules, adultère, concurrence déloyale, arrêt de travail abusif. Je passe beaucoup de temps au téléphone car je dois m'assurer que mon client a un intérêt légitime à faire ses recherches et qu'elles entrent dans un cadre légal. Après, je dois trouver les preuves, je constate les faits et je m'arrête là. C'est au magistrat de décider de ce qu'ils en font. Faut bien se mettre ça dans la tête, un détective privé, c'est pas un justicier quoi. Il joue pas le rôle du flic, du juge, non, tout ça c'est non. D'ailleurs, niveau salaire, il a pas le manoir de Batman. Il roule pas sur l'or, le mec il est autour de 1500 € par mois en moyenne pour un débutant en agence. Et ça c'est le cas pour notre cobaye qui pour le moment n'est qu'un simple salarié. Après pour ceux qui sont à leur compte ou qui ont une agence, les chiffres vont varier selon l'émission et puis le nombre de clients, mais on peut aller jusqu'à 10 000 balles par mois pour les mecs qui sont les plus smart quoi on va dire. Mais surtout, le quotidien, c'est beaucoup d'attentes sur le terrain, mais aussi pas mal de recherches sur le net ou même la paperasse en bureau. Et souvent, on est sur du 50 heures par semaine, minimum. Là, notre cobaye, s'il veut réussir là-dedans, il va pas compter ses heures et donc il va accumuler beaucoup de fatigue. Par exemple, pendant la crise du Covid-19, les agences de détectives privés ont constaté une augmentation de 30% des demandes qui étaient liées à des arnaques sur l'assurance maladie. Et ça concernait aussi bien des abandons de poste que des faux arrêts maladie. Et donc là, les clients des détectives étaient principalement des petites entreprises ou des compagnies d'assurance qui avaient des doutes sur des employés. Est-ce que le gars, il est vraiment malade? Ou est-ce qu'il n'est pas un peu en train de faire le shopping ou d'être à la plage? J'ai un frisbee, j'ai un ballon, on va bronzer, on va se baigner dans de l'eau à température ambiante relativement agréable, mais c'est du travail ça. Et à partir de là, c'était pas hyper glamour, mais les détectives étaient chargés de surveiller les salariés, donc un peu de les pister pour savoir s'ils étaient vraiment malades quoi. Il est en train de charger dans la voiture. Ça c'est bien ça. L'homme qui est en arrêt maladie pour mal de dos vient d'être pris sur le fait. Un bon point pour les détectives, mais surtout pour l'employé. Et en vrai, ce genre de mission-là, c'est quand même assez courant pour un détective. Il travaille souvent pour le compte d'assurances, d'entreprises privées ou même de services d'État comme France Travail ou la CAF. Et donc, les détectives privés vont les aider à détecter les fraudeurs. Par exemple, en ce qui concerne les assurances, on estime qu'en 2020, il y a eu 38 000 fausses déclarations de sinistres qui ont été identifiées grâce à des détectives privés, ce qui représente quand même 400 millions d'euros de fraude. Tout type d'entreprises font appel à nos services. De la grosse société du CAC 40 à la petite PME. Les filatures peuvent concerner des arrêts longs, à répétition, ou même un salarié laxiste dont le client veut se séparer. Nous suivons la personne au moins une semaine, nous prenons des photos. Certains clients souhaitent uniquement des petits éléments pour pouvoir négocier une rupture conventionnelle. S'ils veulent licencier la personne et se couvrir au cas où le salarié irait au prud'homme, nous essayons de trouver le maximum de preuves pendant 2 semaines voire plus. Seule règle d'or, respecter la vie privée du salarié. Et ça tombe bien puisque de son côté, notre cobaye réussit à accomplir sa première mission. Il a démasqué un fraudeur à l'assurance maladie. Bravo mon Gugus, on va les avoir tous ces fumés. En fait, les missions des détectives privés sont tellement variées qu'on peut parfois faire appel à eux pour des choses qui peuvent vraiment paraître un peu bizarres quoi. C'est ce qui a par exemple arrivé à une Britannique de 69 ans du nom d'Amelia Barnum. Et en fait, elle joue hyper souvent au loto, elle s'achète pour presque 60 € de tickets par semaine. Jusqu'ici, nickel, elle sait comment utiliser son argent de manière... Oui Frédéric, je ne sais pas.
Les autres alors, les autres, vite, on en profite. Moi non plus. Efficace, c'est le mot que je cherchais, voilà. Bon, et forcément, vu le budget, ça doit lui arriver quand même parfois de gagner, quoi. Et généralement, bon, ce sont des petites sommes. Mais récemment, elle a remporté plusieurs fois des sommes au-dessus de 1000 € et même 25 000 balles. Sauf qu'un jour, elle a vu débarquer un détective privé chez elle. Et là, la compagnie qui gère le loto avait décidé d'enquêter sur elle pour voir si elle ne trichait pas. Et bon, et manifestement, c'était pas le cas, c'est juste que la mamie, elle avait de la chance. Bref, tout ça pour dire que parfois, les missions des détectives privés sont pas giga palpitantes. On n'est pas sur des enquêtes criminelles façon Sherlock Holmes, etc. C'est plus terre à terre. Et donc, les détectives ne passent pas leur temps sur le terrain ou dans le feu de l'action. Il y a toute une partie recherche qui se fait dans un bureau avec pas mal de paperasse à gérer. Et là, vous le voyez, notre cobaye passe parfois des journées entières devant un ordinateur à faire des recherches sur des personnes sur qui il enquête. Des enquêtes vraiment poussées où il est vraiment à fond. Vous voyez là sur son ordi, il a l'air de bosser dur. C'est le retour d'imposteur. DJ Snake. Vraiment très dur. Mais après, je vous rassure, il arrive quand même que les détectives privés tombent sur des enquêtes plus croustillantes, quoi. Notamment quand ça concerne les couples et les dérapages. Et justement, parlons un peu d'adultère. En 2023, il y a un détective privé dont le pseudo est Alex Dark qui a sorti un bouquin intitulé Guide de l'adultère. Parce qu'en fait, dans ce guide, il apprend à comment tromper son ou sa partenaire sans se faire choper. Et le mec, ça fait quand même 20 ans qu'il fait ce métier. Il a souvent enquêté sur des histoires de tromperie. Et avec l'expérience, il a pu voir toutes les dingueries mises en place par les personnes infidèles. Notamment, il raconte l'histoire d'un mec qui cachait sa maîtresse dans son coffre de bagnole. Je l'ai pas enfermé, je l'ai caché. Ou un autre même qui communiquait avec sa maîtresse via une appli de belote en ligne. En fait, ça peut paraître un peu cliché, mais les détectives privés travaillent encore beaucoup sur des affaires de tromperie, même si c'est pas la majorité des cas non plus. Bref, là en tout cas, notre cobaye, il doit alors aller enquêter sur un homme qui est suspecté de tromper sa femme. Et le problème, c'est que les détectives, ils flirtent souvent avec le respect quand même de la vie privée. Dans le cadre des tromperies, je dois analyser les situations. Il y a des cas où il n'est pas du tout légal de surveiller quelqu'un. Pour ouvrir un dossier, il me faut un cadre juridique précis. Il faut par exemple que la personne soit mariée ou pacsée. Si c'est pas le cas, c'est illégal de faire une filature. L'atteinte à la vie privée est quelque chose de très réglementé en France. Faut faire attention à ne pas se faire attaquer en justice pour non-respect de la vie privée. Bref, de manière générale, faut vraiment rappeler que les détectives privés, ce sont pas des policiers, ni même des espions, quoi. En fait, ils n'ont pas le droit de suivre des gens jusqu'à chez eux ou même de placer des trackers GPS sur leur bagnole. Ils peuvent juste les surveiller dans des lieux publics. Et là, notre cobaye se contente de photographier les deux amants à la terrasse d'un café. Et il est interdit de fouiller dans leur compte en banque, de pirater leurs ordis, d'essayer d'accéder à leur dossier médical, etc. Sauf que parfois, la limite entre paparazzi et détective privé, c'est flou. C'est flou, c'est flou. Par exemple, en 2020, la chanteuse Shakira s'est séparée de son mari footballeur, Gérard Piqué. Elle avait découvert, en faisant appel à un détective privé, que son mec l'a trompée. Le détective, en fait, avait suivi Gérard Piqué. Quand Shakira était en tournée, il avait découvert qu'il avait une maîtresse. Là, Shakira, folle de rage, a fini par tout balancer publiquement et même enregistrer une chanson pour clasher son ex. En plus de ça, la presse People se dit mais putain, nickel. Elle s'est alors jetée sur l'affaire et elle a enquêté et balancé des photos directement de la maîtresse. Mais aussi plein d'infos privées sur Gérard Piqué. Le truc, c'est que ça allait tellement loin qu'en fait, le Gérard Piqué et la maîtresse ont fini par porter plainte contre les paparazzi et les faire condamner pour non-respect de la vie privée. Après, les affaires d'adultère, c'est pas les seules demandes de la part de particuliers. On trouve par exemple aussi des parents qui cherchent à surveiller leurs enfants ou leurs ados. Et là, les détectives peuvent enquêter pour voir s'ils ont des mauvaises fréquentations. Mais parfois, le but, c'est également de les protéger. Par exemple, c'est ce qui s'est passé en 2022 du côté de Clermont-Lérault, dans le sud de la France. Vous voyez, c'est juste ici. Et à Clermont-Lérault, une jeune fille de 13 ans était tombée amoureuse d'un chauffeur de bus de 28 ans. Bon, là, les parents, ils lui ont dit de stopper la relation, sauf que la fille n'a pas voulu et le chauffeur de bus les a même menacés. Les parents ont donc décidé de faire appel à la justice pour empêcher le chauffeur d'approcher leur fille. Et ils ont en plus de ça fait appel à un détective privé pour prouver que le chauffeur amenait leur fille chez lui et qu'il faisait donc un détournement de mineur. Bref, au final, le taf du détective leur a permis donc du coup de bien appuyer leur plainte et de balancer pas mal de preuves. Les enquêtes pour des clients particuliers, comme c'était le cas là, ils peuvent parfois porter sur des sujets encore plus tristes et sérieux, notamment quand ça concerne les disparitions de personnes. Et justement, il est temps de découvrir comment les détectives gèrent ce genre d'enquête. En 2018, une Française de 36 ans, qui s'appelait Tiffaine Véron, a disparu alors qu'elle était en voyage au Japon. En fait, elle s'était complètement volatilisée alors qu'elle était dans la ville de Nikko, à 150 km de Tokyo. Et depuis, personne ne sait
ce qui s'est passé. La police japonaise a lancé une enquête, mais toujours zéro nouvelle. La famille de Tiffen d'ailleurs estime que le flic japonais ne se bouge pas trop, car en fait ils ont zéro preuve que c'est un enlèvement ou même un meurtre. Et c'est pourquoi la famille a décidé de faire appel à des détectives privés japonais pour les aider dans leurs enquêtes. Mais pour l'instant, ça n'a rien donné. Et les enquêtes par les détectives privés pour les personnes disparues sont rares au Japon. Et d'ailleurs, les Japonais ont tendance à faire confiance aux autorités, quitte à souffrir en silence. Alors que par exemple en France, les enquêtes pour des disparitions sont plus fréquentes. Et les détectives privés utilisent différents moyens pour retrouver des personnes disparues. Ça passe par des recherches sur le net, des interrogatoires de proches, ou même des enquêtes sur le terrain. Et là, notre cobaye fait des recherches sur le net pour trouver tout ce qu'il peut trouver sur une personne disparue, que des clients l'ont chargé de retrouver. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une sauce tartare. Et là, comme vous le voyez, en fait, il bosse vraiment beaucoup. Il est très concentré. Faut pas le déranger. Dans un premier temps, on demande à la famille de se porter partie civile. À partir de là, on a accès au dossier judiciaire. Quand quelqu'un est disparu, on fait un profilage de la personne, dans le sens où on cherche à savoir qui est la cible. On veut connaître ses habitudes, ses goûts, son passé. Nous intervenons surtout sur des disparitions dites volontaires, parce qu'on a peu de ressources pour enquêter sur les dossiers criminels par rapport aux policiers. Mais peu de détectives suivent ces affaires. La raison est simple, elles s'étalent dans le temps, les familles ne peuvent plus payer. Bon, après je précise, la plupart du temps, les détectives enquêtent sur des gens qui ont décidé de disparaître volontairement. Ils ont coupé les ponts avec leurs proches. Mais dans ces cas-là, les détectives n'ont pas le droit de donner l'adresse qu'ils ont retrouvée à leurs clients. Alors qu'ils les ont payés pour ça, d'accord. En fait, ils peuvent juste leur filer leur contact ou alors transmettre un message à la personne retrouvée. Et après, ce sera elle qui va décider si elle veut être contactée ou pas. Et ça, c'est ce qu'a fait notre cobaye qui est intègre, comme vous le savez, intègre et professionnel jusqu'au bout, et qui vient de retrouver la personne qu'il recherchait pour ses clients. Par contre, en France, ils n'ont pas le droit de s'occuper d'affaires criminelles à la place des policiers. Mais par contre, quand la police galère vraiment, là, il arrive que les détectives essaient de faire avancer l'enquête autrement, mais sans jamais interférer avec l'enquête officielle. C'est vraiment en parallèle. Par exemple, en 2023, il y a deux sœurs qui ont décidé de faire une cagnotte en ligne pour les aider à payer un détective privé pour enquêter sur la mort de leurs parents. Parce que leur père et leur mère ont été tués de plusieurs coups de couteau quelques années auparavant, alors qu'ils étaient chez eux tranquillement. Et à l'époque, l'enquête de police avait été lancée, on avait retrouvé l'ADN d'un suspect, mais impossible de mettre la main dessus dans la base de données de la police. Suite à ça, ça n'a pas été ouf puisqu'il y a eu 0 suspect interrogé et l'enquête est toujours au point mort. Et donc là, c'est l'avocat des deux filles qui a fini par leur conseiller d'essayer de contacter un détective privé pour les aider. Et en fait, vous voyez ce genre d'affaires qu'on appelle les cold cases, ce sont des enquêtes qui sont mises de côté par les enquêteurs de la police qui n'arrivent pas à trouver de solution. Et on estime en vrai qu'il y a quand même 250 affaires non résolues actuellement en France. Par exemple, en 2022, un centre spécial pour ces affaires non résolues a ouvert à Nanterre. Sauf que comme il y avait un petit problème de moyens et d'enquêteurs, certains cabinets d'avocats qui suivent les cold cases font appel à des détectives privés pour faire un peu plus avancer les choses, mettre un petit coup de boost. Et donc là, vous le voyez, notre cobaye Gustave, il a un peu levé l'œuf pour reprendre des dossiers d'affaires abandonnés pour essayer de trouver des nouvelles preuves. Mais après, il y a certains détectives qui prennent quand même certaines missions un peu trop à cœur, n'hésitent pas à contourner la loi. C'est justement ce que nous allons voir dans notre dernière et ultime étape. Je pense que vous ne connaissez pas Jack Palladino. Et pourtant, c'est l'un des détectives privés américains les plus connus au monde. Mais pas forcément pour les bonnes raisons. Parce que parmi ses clients, on peut trouver par exemple l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton. Et à l'époque où il voulait se présenter en tant que candidat, l'actrice Jennifer Flowers avait déclaré qu'elle avait eu une relation avec lui alors qu'il était marié. Là, Clinton avait embauché Palladino pour qu'il enquête sur elle et trouve des choses compromettantes pour la faire taire. Mais Palladino en a eu d'autres des affaires bizarres. Il a par exemple bossé aussi pour le producteur Harvey Weinstein ou même le chanteur R. Kelly. Et dans les deux cas, ses clients étaient accusés d'agression sexuelle et de viol. Et lui, son but à cet enquêteur, c'était de mener des enquêtes sur la vie privée des victimes pour essayer de démontrer qu'elles mentaient ou qu'elles avaient des trucs à se reprocher, histoire que leur niveau de crédibilité baisse un peu et que ça entache un peu moins la carrière en fait des gens célèbres. En fait, il faut vraiment réaliser qu'aux États-Unis, la législation, elle autorise les détectives privés à faire des choses carrément interdites en France. On rigole pas avec la loi en gros. Ça a par exemple été le cas en 2012 quand la marque Ikea a été accusée d'espionner ses salariés en France. Et en fait, le magasin de meubles avait fait appel à des agences de détectives privés pour enquêter sur le passé judiciaire de certains employés ou même de candidats à l'embauche. En fait, le but c'était de vraiment avoir des informations qui étaient normalement pas accessibles comme le casier judiciaire ou alors de virer des gens en découvrant des choses compromettantes sur eux. Mais le pire dans cette affaire, c'est que certains détectives ont été accusés d'avoir eu recours à des techniques d'espionnage illégales, comme par exemple demander à d'anciens
un collègue policier de leur filer illégalement des infos sur des employés. Certains détectives privés sont prêts à franchir certaines limites pour gagner un peu plus, quoi. Et petit à petit, notre cobaye finit par passer aussi le cap et à jouer un peu trop, à flirter un peu trop avec les bordures de la loi, notamment pour le compte d'une entreprise. Et c'est pour ça que le Conseil national des activités de sécurité privée, j'en avais parlé avant, a été mis en place en 2012. Et c'est lui qui va donner des cartes professionnelles qui autorisent à faire le métier de détective, quoi. Mais aussi les autorisations pour ouvrir une agence. Et c'est également lui qui vérifie après si les détectives respectent bien les règles au quotidien. Et si c'est pas le cas, là, il leur retire leur autorisation d'exercer le métier. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent et s'imaginent que le métier de détective est sans limite. Le premier acte que j'ai à faire, c'est de rappeler la loi au client, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Tout ce qu'on fait doit répondre à 4 critères. Ça doit être légal, légitime, loyal et proportionné. Le CNAPS réglemente la profession. On doit suivre des formations continues pour pouvoir renouveler notre agrément et notre carte professionnelle. Il n'y a que dans ce cadre-là que nos rapports sont ensuite utilisables par les avocats de nos clients pour les aider dans leur démarche. Et donc toutes ces règles sont faites pour éviter que les détectives privés fassent tout et n'importe quoi. Mais hélas pour notre cobaye, en espionnant quelqu'un hors du cadre légal, ce qui peut vite arriver en vrai, il finit par se faire choper par le CNAPS. Et là en fait, depuis longtemps, les détectives privés ont parfois été utilisés de manière illégale comme espions par des grandes entreprises, voire même pire par des États. Et le plus grand exemple de ce genre de pratique, c'est le scandale News of the World. Si vous connaissiez pas, en fait c'est un journal People anglais qui avait été accusé d'avoir espionné les téléphones de plus de 5000 personnes pendant 10 ans. Et parmi les victimes, on retrouve des victimes de tragédies, de meurtres ou même d'attentats, mais aussi des acteurs comme Hugh Grant ou même les parents de Daniel Radcliffe, le mec qui joue Harry Potter. D'ailleurs, le magazine aurait même employé un détective privé pour espionner des gens. Il y a encore beaucoup de chemin pour faire changer l'image des détectives privés, quoi. Mais heureusement, en France, des choses ont été mises en place pour rendre le truc plus officiel et puis voilà, réglementer le truc. Et comme la réglementation le prévoit, notre cobaye qui a un peu débordé, il s'est un peu fait taper sur les doigts et il s'est fait punir. On lui a retiré sa carte professionnelle et là, il peut plus exercer le métier de détective privé. Je le dis, il est pas mort. Bref, comme vous l'avez vu, le métier de détective privé, c'est loin des films. En même temps, les films sont souvent qu'un écho fantasmé en fait de la réalité. Voilà, j'espère en tout cas que ce métier vous a intéressé et que vous êtes satisfait de voir que notre cobaye préféré n'est pas mort dans notre souffrance. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos sur des métiers un peu hors normes, ça sera avec plaisir. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour la future vidéo. Bye bye.